Donc, je vous remercie tous pour votre présence. On va introduire un petit peu le sujet de ce webinaire et les intervenantes. Le sujet de ce webinaire est de discuter de l'article 29, un peu de ses modalités, de comprendre quels sont les enjeux. Et ensuite, on va faire un focus sur la biodiversité avec CDC Biodiversité. Et on terminera avec Carbon 4 Finance pour aller voir directement de quelle façon, de manière très pratique, on peut vous accompagner. Donc pour cela, on a 3 intervenants, y compris moi-même. Donc on a Sabrine de WIFIN. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Sabrine Avida, je suis responsable du pôle expertise au sein de WIFIN, une start-up spécialisée en finances durables, dont la mission est de démocratiser l'usage des critères environnementaux et sociaux. Et on accompagne les acteurs financiers à travers des services qui partent de la conception, de la stratégie, à la mise en conformité réglementaire, jusqu'à l'automatisation des process avec notre plateforme SaaS ESG Connect. Je suis ravie d'intervenir aujourd'hui. Merci à l'équipe CDC Biodiversité et Carbon 4 Finance pour l'invitation. Merci Sabrine. Elle débutera la présentation. Violette, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour à tous, donc Violette Prader, je travaille chez CDC Biodiversité en tant que chargée de projet sur le Global Biodiversity Score appliqué aux institutions financières. Donc CDC Biodiversité, c'est une filiale de la Caisse des dépôts qui travaille depuis 2015 à l'élaboration de cet outil d'empreinte biodiversité qu'est le Global Biodiversity Score. Et donc moi, je vais travailler plus spécifiquement sur la partie vraiment appliquée aux institutions financières. Merci Violette. Donc, je vais Mélissa, pardon. Donc, moi, je vous ferai la présentation. Après, si à la fin de la présentation de ce webinaire, vous avez des questions très techniques, je laisserai la main à Antoine, qui est vraiment l'expert du sujet. Donc, je vais laisser Antoine se présenter. Oui, bonjour à tous. Antoine Vallier, donc je travaille chez CDC Biodiversité depuis 6 ans, donc sur le projet du Global Biodiversity Score, notre méthodologie d'empreinte biodiversité, dont Violette pourra vous parler plus en détail. Et donc, je l'accompagne aussi donc, pour le déploiement des solutions fondées sur le GBS pour les institutions financières. Merci du coup à l'équipe CDC Biodiversité pour votre présence. Je me présente, je m'appelle Mélissa Perret, je suis responsable du développement de Carbon 4 Finance. Carbon 4 Finance est le data provider du groupe Carbon 4 et on a 3 bases de données sur les risques de transition, sur les risques physiques et sur la biodiversité, ce qui est bien en lien avec le sujet du jour, l'article 29. Et je passe la main à Sabrine pour le début de cette présentation. Merci Mélissa. Je vous présente du coup l'article 29. Je vais partager mon écran. J'espère que tout le monde le voit. Je ne sais pas si Mélissa, Violette, vous pouvez me confirmer. Oui, on voit bien le partage de l'écran. Super. Bon. Merci à vous tous d'être présents pour cette présentation. Alors, la biodiversité est aujourd'hui effectivement un des principaux sujets de préoccupation chez nos clients, au même titre que le climat. On s'est d'ailleurs intéressé chez WIFIN à cette thématique cet été en réalisant une étude sur les offres et méthodologies qui sont à disposition du secteur financier pour répondre aux dispositions réglementaires. En termes de textes réglementaires, on a aujourd'hui 3 textes qui vont imposer aux acteurs financiers de reporter sur la métrique biodiversité avec une exigence plus ou moins forte. On a 2 règlements européens, SFDR et taxonomie européenne. Alors, SFDR, lui, va plutôt prévoir dans les indicateurs d'impact négatif que vous connaissez, PAI, un indicateur obligatoire sur la biodiversité, notamment sur la part d'activité qui affecte négativement les zones sensibles à la biodiversité. On a d'autres indicateurs facultatifs que vous allez retrouver, comme l'artificialisation des terres. La biodiversité était également traitée, on va le voir juste après, même sur la partie risque, notamment avec la prise en compte des dépendances et notamment comment les acteurs financiers doivent atténuer leur exposition aux risques liés à la biodiversité. Par rapport à la taxonomie européenne, il y a aujourd'hui un draft sur la taxonomie biodiversité, mais la thématique est aujourd'hui traitée sous la forme de DNSH, à savoir le fait de ne pas porter atteinte à cet objectif. Et enfin, le 3e texte, qui est une initiative française. Moi, je vais axer aujourd'hui ma présentation
sur l'article 29 de la loi énergie-climat, qui va beaucoup plus loin en demandant aux acteurs de définir une stratégie biodiversité à partir de l'année prochaine et d'avoir des outils pour mesurer la dépendance et l'impact sur la biodiversité. Alors, l'article 29, c'est vraiment inscrit dans la continuité du dispositif précédent, qui est l'article 173 de la loi de la transition énergétique et de la croissance verte, qui est une initiative beaucoup plus ancienne, qui date d'ailleurs de 2015, et qui imposait déjà, avec le décret d'application, aux acteurs financiers de réaliser un reporting ESG climat sur leur investissement. Et l'article 29 va apporter un cadre beaucoup plus exigeant, mais qui reste bien évidemment dans la continuité, pour prévenir notamment quelques pratiques divergentes. Alors, il y a eu différents benchmarks sur le sujet qui ont été réalisés par le Trésor, l'AMF, ACPR, Novetic, VVF. Et même nous, chez Wifin, nous avons réalisé plusieurs années de suite une étude sur les différentes pratiques des investisseurs institutionnels, et qui a notamment montré qu'il y avait encore chez environ 40% des acteurs de notre panel des efforts à réaliser pour publier un reporting complet ou encore pour être transparent sur certaines métriques comme le calcul d'exposition aux risques climatiques, risques physiques et de transition, qui étaient pourtant demandés par le décret d'application. Donc l'article 29 de la loi énergie-climat va être là pour répondre à 3 objectifs. Comme je l'ai dit, tenir compte de l'antériorité du dispositif français en conservant, en précisant certaines exigences, comme sur l'alignement sur les accords de Paris, qu'on va voir juste à l'instant, va aller également plus loin que le cadre européen. Par exemple, pour le règlement disclosure, moi je dis beaucoup à mes clients, pour répondre à l'article 3 SFDR, s'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette politique, les réponses, on va les retrouver dans l'article 29 de la loi énergie-climat. Et surtout, tirer des leçons des 5 années d'expérience en intégrant la logique de double matérialité qu'on n'avait pas forcément avec le dispositif précédent et d'améliorer notamment la transparence sur les reporting des données extra-financières. On va retrouver 3 grandes thématiques qui sont traitées dans l'article 29, le climat, la biodiversité et la gestion des risques. Alors, le climat, qui n'est pas un sujet nouveau, mais qui va plus loin et qui demande aux acteurs de publier leur stratégie d'alignement sur les objectifs de température de l'accord de Paris, ou d'ailleurs les objectifs nationaux, et de fixer surtout des objectifs quantitatifs à horizon 2030, qui vont être revus tous les 5 ans jusqu'à 2050. On va pouvoir mesurer l'atteinte de ces objectifs à travers des métriques. Ça peut être l'augmentation de la température implicite ou bien le volume d'émissions de gaz à effet de serre. Une autre exigence qu'on retrouve également, qui est en lien avec le règlement taxonomique, c'est de demander aux acteurs financiers de reporter sur la part de leur investissement qui est réalisée dans les activités durables au sens de la taxonomie, et donc de sortir une part verte à travers les différents KPI verts qui ont été sortis, et également de reporter sur la part des énergies fossiles. Ensuite, on a la biodiversité, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, qui est un nouveau sujet dans l'article 29. On va demander de publier une stratégie d'alignement, de la même façon comme le climat, avec des objectifs chiffrés, quantitatifs, et des détails méthodologiques. On va revoir juste dans la slide après. Et une publication également spécifique sur les risques liés à l'érosion de la biodiversité. Comme je l'ai dit, cette partie-là fait référence également avec le SFDR, article 3, article 4, qui traite également de la notion de la double matérialité. Et enfin, la gestion des risques. On parle beaucoup de stratégies d'alignement, de biodiversité, mais il y a également les risques climatiques qui ne sont pas oubliés, donc tout ce qui concerne les risques physiques et risques de transition. Donc, ce qui est demandé, comme dans le dispositif précédent, c'est d'intégrer ces risques dans le dispositif global de gestion des risques ESG, d'avoir également une gouvernance
et notamment une segmentation des risques climat, avec une indication précise des secteurs économiques ouverts, des zones géographiques et aussi du caractère récurrent ou ponctuel des risques retenus. On va attendre également, que ce soit pour la biodiversité, pour le climat et gestion des risques, qu'on va voir, c'est d'avoir toujours un plan d'action derrière pour réduire son exposition aux principaux risques ESG qui sont pris en compte. Peut-être la nouveauté par rapport au dispositif précédent, c'est qu'ici, on va attendre une estimation quantitative de l'impact financier. Comme je l'ai mis dans le slide d'avant, dans les benchmarks que nous, on a réalisés chez Wifin, par exemple sur les risques physiques, les acteurs avaient plus tendance à mesurer une exposition avec un score d'exposition. Avec ce nouveau dispositif, on va aller un peu plus loin avec une estimation quantitative de l'impact financier. Pour le calendrier de mise en place de l'article 29, il va se faire en 2 temps. Donc, il va être séquencé pour être toujours en ligne avec le droit européen. Une partie des exigences vont rentrer à partir de l'année prochaine. Donc, ça sera pris en compte sur l'exercice 2021 de la fin d'année. On va retrouver tous les grandes lignes assez générales sur la démarche, les moyens internes, la gouvernance, les politiques d'engagement, de vote et les résultats. Ce qui va être demandé, et c'est ça l'enjeu pour l'année prochaine, c'est de décrire la partie stratégie d'alignement sur les accords de Paris et également sur les objectifs internationaux de préservation de la biodiversité. Et enfin, toute la partie processus d'identification, d'évaluation, priorisation des risques ESG, comme ce que vous retrouvez pour les acteurs qui sont concernés par l'article 3 SFDR, on va retrouver la même exigence. Et enfin, pour le reporting en 2023, donc sur l'exercice en 2022, on va reprendre les mêmes éléments auxquels vont s'ajouter les sections 5, 8 et 9 de l'article 29. Le 5, c'est sur la part d'alignement à la taxonomie. Alors, c'est logique, c'est plus en ligne avec ce qui va être demandé par ce règlement en parallèle. Et également, on va traiter sur toute la partie quantification du risque ESG, notamment risque physique, transition, et les risques liés à l'érosion de la biodiversité. Et comme je l'ai dit, d'avoir un plan d'amélioration avec les actions correctrices pour être constamment dans une logique d'amélioration. Je finis avec cette dernière slide, mais Mélissa et Violette vont aussi rentrer dans le détail puisqu'elles vont présenter l'outil BIA-GBS. Ce qui va être demandé par l'article 29, c'est de couvrir la notion de double matérialité, donc l'impact des décisions d'investissement d'un acteur financier sur la biodiversité et en quoi la biodiversité peut être également un risque qui peut impacter négativement les décisions d'investissement, plutôt les portefeuilles. Donc, pour la première partie impact, donc la partie stratégie que je viens de présenter, peut-être le point important, c'est d'avoir une analyse aussi de la contribution à la réduction des principales pressions et impacts qui sont définis par le PBES et d'avoir un recours à un indicateur d'empreinte biodiversité et d'expliquer en quoi il est aligné avec les objectifs internationaux. Et sur la partie plutôt risque, on va retrouver de la même façon que pour les risques physiques et transition, décrire les risques qui vont impacter la stratégie d'investissement, de pouvoir mesurer la partie de dépendance à la biodiversité, de préciser à chaque fois le périmètre de la chaîne de valeur retenue avec une indication secteur d'activité et zone géographique. Et à chaque fois de publier, bien évidemment, le plan d'amélioration. Voilà pour moi sur les grandes lignes de l'article 29. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser à l'instant ou à la fin. On pourra prévoir effectivement des sessions de questions. Merci à tous. Du coup, je vais reprendre la main. Je vais partager mon écran.
je ne peux plus partager mon écran. Là, il y a marqué l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Je ne suis plus en mode... Je pense que Violette, on t'a remis co-animateur. Si tu peux retester. Oui, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Pas de souci. OK. Est-ce que c'est bon? Très bien. Parfait. Donc, moi, je vais vous présenter un petit peu plus côté CDC Biodiversité, le contexte sur la biodiversité, la méthodologie du Global Biodiversity Score qui va permettre de répondre à l'article 29 et les modalités techniques de réponse à l'article 29. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter des éléments de contexte qui sont un petit peu indispensables pour mieux comprendre comment nous, on va vous proposer de répondre à l'article 29. Ensuite, je vous ferai les éléments clés de la méthodologie GBS et enfin, donc, les éléments plus pratico-pratiques sur la réponse à l'article 29. Donc, tout d'abord, pour le contexte, peut-être en introduction, donc, chez CDC Biodiversité, on a développé donc, le Global Biodiversity Score depuis 2015. Et donc, c'est important de savoir qu'il peut s'appliquer à la fois aux entreprises en direct, comme ce serait l'équivalent d'une empreinte carbone, mais pour la biodiversité, mais aussi pour les institutions financières, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, pour les institutions financières, on peut travailler pour les actifs listés et pour les actifs non listés. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment répondre à l'article 29 avec BIA-GBS. Donc, BIA-GBS, c'est la plateforme qu'on a montée avec Carbon 4 Finance pour évaluer des portefeuilles d'actifs listés. Si vous avez des intérêts dans d'autres types d'actifs, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, peut-être en direct. On peut avoir des solutions dans le cadre de prestations de conseil un petit peu plus humains pour d'autres types d'actifs. Maintenant, sur le contexte sur la biodiversité, donc un élément important à savoir, c'est que l'article 29 sur la biodiversité va demander de s'aligner sur les objectifs de la Convention sur la diversité biologique. Donc, la Convention sur la diversité biologique, c'est un traité international signé en 1992 avec 3 buts principaux. Donc, la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de ces éléments et le partage équitable des avantages de l'exploitation de la biodiversité. Donc, la CDB a établi 4 objectifs à l'horizon 2050, donc sur lesquels il va falloir s'aligner dans le cadre de l'article 29. Et ces 4 objectifs sont associés à un certain nombre de jalons à 2030. Donc, les 4 objectifs sont les suivants. Le premier, c'est l'amélioration de 15% de la biodiversité en termes de superficie, de connectivité et d'intégrité. Le deuxième, c'est la valorisation, le maintien et le renforcement des services écosystémiques. Ensuite, on a donc la partie partage juste et équitable des avantages de l'utilisation des ressources. Et enfin, le comblement de l'écart entre les moyens qui sont nécessaires et ceux qui sont à ce jour disponibles. Donc, nous, avec le Global Biodiversity Score, on va pouvoir répondre à l'article A des objectifs de la Convention sur la diversité biologique. Et plus précisément, si on regarde les jalons à 2030 de l'article A, on voit donc qu'il y en a 3. Il y en a un qui constitue donc un gain net de 5% de la biodiversité d'ici 2030. Le deuxième point concerne donc la diminution de la part d'espèces menacées et l'inversion dans la progression du risque d'extinction. Et enfin, le dernier point concerne plus la diversité génétique au sein des espèces, avec donc une augmentation de la part d'espèces à plus de 90% de diversité génétique. Donc, en fait, nous, on va vraiment pouvoir répondre à la partie A1, donc le premier jalon de l'objectif à 2050. Pour l'objectif, le jalon 2 de l'objectif A, donc la partie espèces, vous pouvez nous contacter pour plus d'informations, pour éventuellement faire des développements pour pouvoir répondre à cet objectif-là. Et pour le reste, donc à ce jour, a priori, il n'y a pas vraiment d'outils qui soient opérationnels pour les institutions financières pour répondre aux autres objectifs. Maintenant, peut-être quelques éléments clés de méthodologie sur le GBS. Donc, je vais présenter 4 concepts clés de GBS et donc forcément de BIA-GBS, qui est donc la plateforme utilisant le Global Biodiversity Score pour les actifs listés. Donc, tout d'abord, je parlerai de la métrique qu'on utilise.
ensuite de la chaîne de valeur, puis du stock et le flux d'impact, et enfin du modèle pression-impact qui est utilisé dans le GBS. Donc, tout d'abord, pour la métrique qu'on utilise, donc le GBS utilise l'abondance moyenne spécifique. C'est une métrique qui décrit l'intégrité des écosystèmes et qui est utilisée très largement aujourd'hui. Donc, la MSA, elle décrit l'intégrité des écosystèmes en pourcentage. Donc, elle varie entre 0% et 100% pour différents types d'écosystèmes. Donc, sur la droite, vous avez des exemples pour un écosystème forêt, un écosystème prairie. Et par exemple, donc pour l'écosystème forêt, la MSA sera à 100% dans le cas où la forêt est totalement naturelle. Et au fur et à mesure de sa dégradation, la MSA va progressivement chuter jusqu'à atteindre 0% dans le cas d'une surface totalement artificialisée. Ensuite, la MSA en pourcent sera multipliée par l'aire sur laquelle a lieu cette dégradation pour obtenir notre métrique finale, donc la MSA kilomètre carré, qui sera vraiment notre équivalent de la tonne de CO2 pour la biodiversité dans le GBS. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'un impact de 1 MSA kilomètre carré, ça équivaut à l'artificialisation complète de 1 kilomètre carré de surface naturelle non perturbée. Sur la droite de cette diapositive, vous avez un exemple avec donc, la conversion d'une forêt naturelle en plantation sur 100 km². Donc, l'idée, c'est d'avoir la MSA qui va passer d'une MSA de 100%, puisque la forêt était vierge, à une MSA de 30% dans le cas d'une forêt de plantation. Donc, on va finalement multiplier cette différence de MSA par la surface totale de 100 km² pour avoir la perte de MSA km² finale. Voilà pour la métrique. Maintenant, donc, pour le concept de chaîne de valeur, donc le GBS peut évaluer l'empreinte sur la biodiversité sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc scope 1, 2 et 3. Donc, le concept de scope est le même que celui du bilan carbone qui vous est certainement familier. Maintenant, sur la partie stock-flux, donc le GBS différencie les impacts en stock et les impacts en flux. Donc, ce sera les impacts statiques et dynamiques. Ici, vous avez un schéma très simplifié d'une entreprise qui aurait en fait des champs et on étudierait son impact sur l'emprise au sol. Donc, l'impact statique correspondrait en fait à tous les champs qui préexistaient à l'année de l'exercice, à l'année de l'évaluation. Donc, c'est l'état de la biodiversité au début de l'évaluation. Alors que l'impact dynamique correspondrait à si l'entreprise a détruit de nouveaux écosystèmes, une nouvelle partie de prairie pour construire des nouveaux champs pendant l'année de l'exercice. Donc, c'est très important pour nous de faire cette différence entre le stock d'impact et le flux d'impact, parce qu'en termes de biodiversité, on se situe déjà au-delà des limites planétaires. Donc, on ne peut pas se contenter de ne plus avoir de nouveaux impacts. On doit réduire notre emprise existante sur la biodiversité, d'où l'importance cruciale de différencier l'impact statique et l'impact dynamique. Maintenant, donc, le GBS va utiliser un modèle pression-impact. L'idée, c'est que nous allons modéliser les pressions qui sont exercées par une entreprise sur la biodiversité. Puis, on va convertir ces pressions en impact final en MSA km². Donc, les pressions qui sont étudiées dans le GBS suivent les pressions IPBES. Donc, l'IPBES, c'est l'équivalent de référence scientifique que serait le GIEC pour le carbone. Donc, l'IPBES liste 5 pressions principales qui sont exercées aujourd'hui sur la biodiversité. Donc, le changement d'usage des sols, l'exploitation des ressources, le changement climatique, la pollution et les espèces invasives. Et donc, dans le GBS, on va étudier les 4 premières pressions listées par l'IPBES. On n'étudie pas à ce jour les espèces invasives car il n'y a pas de jeu de données qui puisse être exploitable dans le cadre de notre outil, même s'il y a déjà beaucoup de recherches scientifiques sur le sujet. De même, on va pouvoir étudier la biodiversité terrestre et aquatique d'eau douce, mais pas encore à ce jour la biodiversité marine à cause de ce même problème de manque de données exploitables. Donc maintenant, en conclusion un petit peu sur la métrique MSA km², le GBS et comment on va pouvoir appliquer ça à l'article 29. Donc ici, vous voyez sur le schéma la MSA moyenne terrestre, donc restante. Donc on voit que les limites planétaires se situent à environ 75% de MSA restante au niveau mondial.
Et donc ici, en gris, vous avez la courbe de ce qui se passe actuellement, donc du business as usual, avec une forte perte de biodiversité et une situation qui est donc bien en dessous des limites planétaires. Et vous avez donc en orange, en fait, ce qu'il faudrait en termes de MSA pour revenir aux limites planétaires. Alors la courbe, normalement, elle n'est pas totalement triangulaire, elle serait plutôt incurvée. Mais donc l'idée, c'est que pour revenir à quelque chose, à une situation qui soit acceptable, il faut donc avoir à la fois plus de nouveaux impacts, donc plus d'impacts dynamiques, ou plutôt des gains dynamiques, et à la fois réduire notre emprise existante sur la biodiversité, donc avoir une diminution de l'impact statique. Donc ça va permettre de comprendre comment on fait le lien, nous, entre l'alignement avec les objectifs de la CDB et l'impact en termes de MSA kilomètre carré. Donc maintenant, sur la réponse à l'article 29, voilà. Donc Sabrine a très bien présenté déjà l'article 29 de la loi énergie-climat. Donc les paragraphes 7 et 8 donc, concernent la biodiversité, avec donc, le paragraphe 7 sur l'alignement et le paragraphe 8 sur la gestion des risques. Donc en 2021, le paragraphe 7 sur l'alignement est demandé dans son intégralité. Le paragraphe 8 est plus restreint pour le moment, avec uniquement la publication d'informations sur la prise en compte des risques de physique et de transition liés à la biodiversité. Et donc voilà ce que nous, on vous propose. Donc, comment répondre à l'article 29 avec BIA-GBS. Donc, pour le premier paragraphe 7 sur l'alignement, donc il y a 3 paragraphes, sous-paragraphes dans ce paragraphe. Donc, le premier consiste en la mesure du respect des objectifs CDB. Donc, pour cela, on va vous proposer d'interpréter en fait les objectifs de la Convention sur la diversité biologique par un score d'alignement qui sera calculé à partir des impacts actuels en MSA kilomètre carré. Sur l'analyse de la réduction des pressions, bien sûr, cela sera possible puisque en fait, le GBS va mesurer l'impact et le décliner par pression en suivant les pressions IPBES, qui est donc demandé dans l'article 29. Et enfin, bien évidemment, la mention de l'appui sur un indicateur d'empreinte de biodiversité sera présent avec donc, le Global Biodiversity Score. Pour ce qui est du paragraphe 8, donc sur la gestion des risques environnementaux, donc nous, on vous propose dès 2022 pour l'exercice 2021 de répondre à cette partie sur les risques environnementaux. Donc, on suit l'approche de la double matérialité dont a parlé Sabrine dans sa présentation, donc avec une approche risque de transition et risque physique. Pour le risque de transition, on va utiliser donc, la mesure de l'impact du portefeuille sur la biodiversité donc avec BIA-GBS. Et en livrable, on va vous proposer donc un score d'alignement qui sera calculé en fonction de l'impact en MSA kilomètre carré. Et pour la partie risque physique, on va utiliser donc une mesure de la dépendance du portefeuille au service écosystémique. Donc pour ça, on utilise les données ENCORE. Donc ENCORE, c'est étudie la dépendance de process à des services écosystémiques, à 21 services écosystémiques. Et donc nous, on couple les données ENCORE avec notre outil BIA-GBS. Et donc, cela nous permet finalement d'avoir la dépendance de secteurs à des services écosystémiques et donc de pouvoir évaluer le risque physique. Et donc, en livrable, on va pouvoir avoir un score de dépendance en pourcentage. Donc, il faut savoir que c'est une approche sur laquelle on travaille depuis un moment chez CDC Biodiversité et qui a notamment été utilisée par la Banque de France dans une étude qui a été parue en septembre. Ça s'appelle The Silent Spring. Voilà pour moi. Mélissa, je peux te laisser reprendre la main. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra avec plaisir à la fin de la présentation. Merci Violette. Je vais essayer de partager mon écran. Je pense qu'on y est presque. Est-ce que vous voyez correctement la présentation ? Oui, je vois un oui. Parfait. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de refaire une présentation de Carbone 4 Finance, d'un peu qui on est, de quels services on peut vous offrir. L'objet d'aujourd'hui est l'article 29 et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vous accompagner avec un reporting clé en main.
et vous accompagner aussi sur les messages clés et l'interprétation de vos investissements. Carbon 4 Finance, qui sommes-nous? Donc, on fait partie du groupe Carbon 4. Carbon 4 est un groupe qui a été créé dès 2007, la même année de création que CDC Biodiversité, et qui, depuis sa création, a été spécialisé sur les enjeux du climat. En 2016, l'entité Carbon 4 Finance a été créée pour vraiment se spécialiser sur la partie data et répondre aux besoins des acteurs financiers. De là, on a développé 3 grands produits qui correspondent au final aux besoins de l'article 29. Un premier sur les risques de transition qu'on appelle CIA, où vous allez avoir non seulement les empreintes carbone en termes de scope 1, scope 2, scope 3, mais également la température d'alignement qui vous sera demandée. On va avoir dans un deuxième produit qu'on appelle CRIS, la partie risque physique, qui va correspondre à la troisième partie de ce que Séverine a montré avec les ESG risques. Et enfin, vous allez avoir le nouveau produit qu'on a développé avec CDC Biodiversité, qui vous permet de mesurer l'impact sur la biodiversité, qui s'appelle BIA-GBS. Notre approche, on va dire, par rapport à ce que vous pouvez on va dire, voir dans le marché, c'est qu'on a une approche bottom-up pour la partie climat, qui nous permet en fait de recalculer directement, même si les entreprises ne publient pas des informations sur les émissions scope 1, scope 2, scope 3, donc ce qu'on appelle les scopes directs et indirects, nous sommes en capacité de recalculer ces émissions-là grâce à notre expertise avec Carbon 4 Conseil. On fait des mini-bilans carbone. J'ai vu également dans le chat qu'il y avait des questions. Comment on fait quand les entreprises ne déclarent pas elles-mêmes également l'impact sur la biodiversité? Nous sommes également en mesure de le faire pour les entreprises cotées grâce à la méthodologie BIA-GBS. De ça, ça nous permet d'avoir une couverture globale avec plus de 120 000 instruments qu'on peut couvrir corporate et souverain. Sur les principaux non liquides, on sera capable de vous accompagner. Notre équipe est composée d'une vingtaine d'analystes qui sont spécialisés sur différents secteurs. Et quand on vous accompagne sur l'article 29, l'idée n'est pas d'uniquement de produire un rapport, mais également de vous accompagner sur la compréhension des conclusions de ce rapport et sur les méthodologies. Encore une fois, donc Carbon 4 Finance, on est entouré de 2 partenaires qui, sans eux, on ne serait rien. Carbon 4 Conseil pour la partie climat, avec qui on développe la méthodologie sur tout ce qui est risque de transition et risque physique, et CDC Biodiversité pour toute la partie biodiversité. L'importance d'avoir un acteur data provider qui est adossé à des structures de conseil, c'est qu'on va pouvoir baser les méthodologies sur leur expérience terrain. Donc, par exemple, pour le climat, on va baser les méthodologies de calcul sur les centaines de bilans carbone qui ont pu être effectués par Carbon 4 Conseil. Et pareil pour la biodiversité, on se base sur l'expérience de CDC Biodiversité pour vraiment mesurer de la bonne façon l'impact. Au niveau de l'article 29, puisque encore une fois, je pense que vous êtes tous là pour essayer de voir quelles solutions vous pouvez avoir pour l'année prochaine. En janvier, l'article sera applicable. Ce qu'on vous propose, c'est dès réception de votre inventaire, de produire le rapport pour l'article 29 avec un plan sur 4 semaines. Donc, on va recevoir votre inventaire, on va prendre 1 semaine pour en prendre connaissance, pour l'analyser. On va organiser un premier rendez-vous pour un peu faire une séance de cadrage avec un analyste et commencer à vous expliquer un peu les différentes méthodologies, les conclusions qu'on pourra tirer, peut-être faire des rappels aussi sur l'article 29. Ensuite, entre la première et la 4e semaine, on va analyser vos données grâce à nos 3 bases de données sur les risques physiques, les risques de transition et la biodiversité. Et à l'issue de la 4e semaine, on va vous livrer le rapport, donc clé en main encore une fois, et on va vous accompagner sur les messages clés qu'il faudra retenir de ce rapport pour votre publication et aussi pour votre compréhension de vos investissements. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin sur l'article 29, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai mis les contacts à la fin. On est vraiment là pour vous accompagner pas à pas sur cette nouvelle réglementation. Donc là, dans la suite de la présentation, je vais aller un peu expliquer ce qu'on fait sur les différentes méthodologies et de quelle façon on répond aux exigences de cet article. La première base de données qu'on utilise, la première méthodologie, c'est une méthodologie qu'on appelle CIA, qui est une méthodologie pour mesurer les risques de transition. Et cette méthodologie est basée sur 4 grands piliers. Le premier pilier est une approche bottom-up. Et tout simplement, en fait, l'approche bottom-up, pour vous donner un exemple concret, si vous avez une entreprise automobile comme Renault et que Renault ne publierait, par exemple, que son scope 1 et 2, donc par exemple, peut-être pas son scope 3, qui serait lié à la combustion du fossile pour faire rouler les véhicules, si vous n'êtes pas en capacité de mesurer ce scope 3, ça peut poser un problème. Ce que nous, on va faire, c'est que dans les rapports annuels des entreprises, on va aller collecter de l'information sur la production.
Donc, on va collecter le nombre de voitures, par exemple, hybrides, le nombre de voitures diesel et le nombre de voitures électriques. Et on va y appliquer ce qu'on appelle un facteur d'émission. Ce facteur d'émission va nous permettre de recalculer le scope 1, le scope 2 et le scope 3 pour l'ensemble des entreprises qu'on va couvrir. Le deuxième pilier qui est essentiel, c'est de regarder l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, un petit rappel que Violette a fait, on sait que le scope 3, la partie indirecte, représente une majorité, en fait, que ce soit pour la biodiversité ou pour le climat, de l'empreinte que vous allez avoir. Donc, c'est essentiel d'aller regarder l'ensemble des scopes quand on parle de climat ou de biodiversité. Les deux autres piliers, où on va un peu plus loin et qui sont aussi intéressants pour la température d'alignement, ça va être de regarder les émissions économisées. Donc là, cette fois-ci, ce qu'on va aller regarder, c'est de quelle façon l'entreprise contribue à la transition. Pas uniquement voir le côté, on va dire, impact négatif, mais être capable d'identifier les meilleurs acteurs pour la transition. Ce qu'on va aller regarder, c'est deux choses. C'est l'entreprise par rapport à elle-même il y a 5 ans, donc à quel point l'entreprise a fait un effort de décarbonation, et l'entreprise par rapport à ses pairs, ce qui va nous permettre de dire si une entreprise propose des solutions meilleures que celles du secteur pour proposer des solutions bas carbone. Donc, par exemple, une entreprise qui va proposer plus d'énergie renouvelable ou par exemple plus de voitures électriques va permettre au consommateur final d'éviter des émissions grâce à ces solutions bas carbone. Et enfin, on a un quatrième pilier qui est très important, c'est le forward looking. Par forward looking, on entend l'analyse de la stratégie de l'entreprise, de ses investissements dans des technologies bas carbone, mais aussi une analyse critique de ses targets de réduction en scope 1, en scope 2 et en scope 3. En fait, tous ces piliers-là, ils vont nous servir à faire quoi? Ils vont nous servir à la fois à vous donner des données quantitatives sur les émissions, mais également de permettre de voir l'alignement de votre stratégie, de vos investissements en termes de degrés, donc un alignement comme ce qui est demandé dans l'article 29, savoir si vous êtes aligné ou pas avec les accords de Paris, par exemple, à 2 degrés. Donc, je vais vous proposer un exemple avec le stock 600 pour toutes ces méthodologies de type de rapport qu'on peut faire. Pour le stock 600, ici, on voit qu'il est aligné en haut à droite avec une température d'alignement à 3,3 degrés. On a en dessous des informations quantitatives sur les émissions. Peut-être le message clé à retenir, c'est qu'on voit bien que le scope 3 est beaucoup plus important que le scope 1 et 2. Vous allez ensuite avoir des informations plus granulaires sur votre portefeuille, donc savoir un peu les distributions des lettres de A, on a normalement jusqu'à E, les meilleurs contributeurs, et on va avoir aussi des informations alignées avec la taxonomie sur tout ce qui est brown share, donc investissement dans le charbon, et green share. Donc ici, c'est qu'un des exemples de ce qu'on peut vous fournir, mais on pourrait vous donner beaucoup plus d'informations sur chacune des entreprises ou des souverains que vous avez à l'intérieur de votre portefeuille ou de vos investissements. Une deuxième méthodologie qu'on a, qui va vous aider également, c'est la méthodologie sur les risques physiques. Donc là, l'idée, ça va être regarder à quels risques physiques vos investissements sont exposés. On va regarder pour chaque entreprise 2 facteurs. On va regarder dans quelle activité elle participe. Donc, est-ce que c'est une activité de service? Est-ce que c'est une activité industrielle? Est-ce que c'est une activité, peut-être une entreprise qui est dans l'agronomie? Et ces activités-là, on sait qu'elles ont des vulnérabilités. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait du service ne va pas être vulnérable, par exemple, de la même façon à une augmentation de la température par rapport à une entreprise qui exerce une activité agricole. Et on va regarder autre chose, c'est où est-ce que les entreprises exercent ces activités-là. Donc, encore une fois, même si vous faites de l'agriculture, si vous exercez cette activité en France ou peut-être en Afrique ou peut-être au Canada, il ne va pas y avoir les mêmes aléas climatiques qui vont arriver dans les prochaines années. Donc, on va aller regarder ce qu'on appelle, nous, 7 aléas climatiques qui peuvent être l'augmentation de la température, l'augmentation, par exemple, des pluies extrêmes, l'augmentation de levée du niveau de la mer. Et on va aller aussi regarder des facteurs aggravants qui peuvent être, par exemple, la fréquence de ces facteurs-là ou leur intensité. Donc, on a 7 aléas climatiques et 9 facteurs aggravants. Cela, on va le regarder avec 2 horizons de temps. Donc, un premier horizon de temps à 2050 et un autre horizon de temps à 2100. Et on va le regarder avec 3 scénarios qui proviennent de la littérature scientifique qui correspondent à des élévations de température soit basses, soit modérées, soit hautes. Encore une fois, je vais vous montrer un exemple de reporting qu'on peut vous fournir sur la partie risque physique. Donc ici, la façon de lire cette slide-là, vous allez d'abord avoir sur en haut un score de risque global qui est ici de 27. Et en dessous, vous allez avoir des scores
sur chacun des aléas climatiques. Donc, vous voyez, par exemple, 39 pour le niveau de la mer, 30 pour les vagues de chaleur, etc. En dessous, vous allez avoir la moyenne donc, qui est affichée. Donc, par exemple, si on reprend 39 pour le premier indicateur, le minimum et le maximum. Pour chacune des entreprises, on sera capable de vous donner ensuite le détail pour chacun de ces aléas. Donc, si vous avez par exemple une entreprise comme Danone, on pourra dire pour Danone quel est le score de risque pour chacun de ces facteurs-là et pour la partie des facteurs aggravants. On a parlé un petit peu de scénario et ensuite de projection au niveau de la partie temporelle. Cela se traduit par exemple sous forme de graphique. Donc, vous avez par exemple un point en 2050 et un point en 2100 et vous allez avoir ensuite les 3 lignes qui correspondent aux 3 scénarios dont on a parlé, low, medium et high. Donc là, ici, on a une comparaison avec le benchmark, mais vu que le benchmark est le stock 600, il n'y a pas de différence. Mais si vous souhaitez vous comparer à un benchmark qui est cohérent par rapport à votre stratégie, que ce soit le stock 600, le MSCI World, le BB Euro HG, ou même un benchmark de votre choix, on va pouvoir vous proposer d'afficher également votre performance par rapport à la performance d'un benchmark. Enfin, donc, Violette a beaucoup parlé de ça, mais sur la biodiversité, un petit rappel de ce qu'on peut faire. On vous propose d'avoir une mesure agrégée sous forme de MSA, par exemple, kilomètre carré, ou une mesure agrégée sur les différentes parties terrestres et aquatiques. On a différentes dimensions également, comme elle a expliqué, donc sur la partie terrestre, sur la partie aquatique, et également une dimension temporelle qui est nécessaire, donc sur la partie statique et dynamique. On couvre 5 pressions terrestres et 6 pressions aquatiques. Encore une fois, sur les pressions de l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC, on couvre toutes les pressions, sauf la pression sur les espèces invasives, pour laquelle aujourd'hui il n'existe pas de méthodologie pour le faire de manière cohérente. Enfin, sur la partie couverture, encore une fois, on va couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, donc le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Et la dernière partie qui correspond à la double matérialité, on est en train de finir de développer avec bien sûr CDC Biodiversité, le score de dépendance qui vous permettra de répondre de manière complète à l'article 29. Un exemple, encore une fois, sur le stock 600 pour BIA, vous avez ici un extrait du type de reporting qu'on peut vous fournir. Donc, l'idée générale, c'est que vous allez avoir un score agrégé, ici qui est de 77, que vous allez encore une fois pouvoir comparer à un benchmark. Vous allez ensuite avoir des informations sur votre impact aquatique, votre impact statique, aquatique, terrestre et statique et dynamique. Et pour rendre ça un peu plus concret, on peut vous proposer des équivalents, donc par exemple en termes de taille par rapport à une ville, donc par exemple Paris, ou par exemple en termes de taille par rapport à des terrains de football. De la même façon, pour le climat, on transcrit quelquefois les tonnes de CO2 en nombre de tours du monde en voiture. Et on va vous aider à rédiger ensuite une synthèse sur les principaux impacts auxquels vous êtes exposé. Donc, par exemple, ici, on peut voir qu'il y a peut-être plus un impact terrestriel qu'aquatique. Une dernière slide pour illustrer un petit peu ce qu'on peut vous donner comme type d'information. Comme on l'a dit, on a beaucoup de détails sur les types de pression. Donc là, on va voir par exemple que les pressions les plus importantes, ça va être le changement climatique. Donc là, ça va provenir aussi des informations qu'on a de notre base de données sur le risque de transition. On a également l'usage des sols, donc ça revient assez fréquemment. Et vous allez avoir le détail ensuite par pression ici, avec la petite légende qui est à cet endroit-là. Encore une fois, ce n'est qu'un exemple de slide ou de reporting qu'on peut vous donner, mais on peut rentrer beaucoup plus dans le détail pour chacune des entreprises. Un petit rappel, pourquoi on insiste énormément sur le scope 3, c'est parce qu'en ordre de grandeur, il est beaucoup plus important que le scope 1 et 2. Donc ça, voilà, c'est vraiment la synthèse. Si vous voulez garder en tête peut-être qu'une slide, c'est celle-ci, c'est qu'on est vraiment là pour vous accompagner, que n'hésitez pas à commencer à nous contacter pour commencer à comprendre votre besoin, recevoir votre inventaire et pouvoir produire, après 4 semaines d'échanges et d'accompagnement, le reporting pour l'article 29. Ça conclut la présentation. On va maintenant prendre les questions qui ont été mises dans le chat. Et puis voilà, je vais laisser la parole aussi aux autres intervenants. Je crois qu'on a répondu à peu près à toutes celles qui étaient dans la partie chat. En revanche, j'avais une question de Michel Proutot dans les questions et réponses auxquelles Antoine Vallier voulait répondre directement à l'oral. Parfait. Antoine, on te laisse la parole.
Ouais, alors j'ai aussi répondu par écrit, mais je pense que la question a été faite, enfin Mélissa, tu as aussi répondu, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait quand une entreprise ne reporte pas directement sur la biodiversité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le reporting spécifiquement sur la biodiversité est encore très partiel. Donc, comme vous l'avez vu tout au long de la présentation, en fait, l'idée du Global Biodiversity Score, c'est vraiment de s'adapter à la disponibilité de données et donc de pouvoir mobiliser un grand nombre de types de données pour pouvoir s'adapter au contexte d'évaluation et toujours pouvoir produire une évaluation qui ensuite sera plus ou moins granulaire en fonction, bien sûr, des données d'entrée. J'ai également répondu à cette question hein, de point de vue réglementaire qui dépasse la partie biodiversité, mais de manière générale, si un acteur financier n'a pas la possibilité de répondre à une des dispositions, à une des sections, l'article 29 prévoit un plan d'amélioration continue ou ce qu'on appelle aussi un comply or explain renforcé. Avec du coup une identification des opportunités d'amélioration de la stratégie actuelle et des actions concrètes qui vont être mises en œuvre. Ils vont aussi, ce qui est demandé, c'est de prévoir un calendrier, quand est-ce que du coup l'acteur pourra être en mesure de publier et de répondre à ces exigences. Et donc d'avoir tous les changements stratégiques opérationnels qui sont prévus. Je vais me permettre de répondre. Il y a quelques questions sur la partie offre. Donc là, ce qu'on vous a présenté, c'est une offre sur le reporting. Bien entendu, si vous souhaitez uniquement qu'une des parties, donc que le risque de transition, que le risque physique ou que la biodiversité, il n'y a pas de problème. Au niveau du coût, je pense que le mieux, c'est d'en discuter directement pour bien comprendre votre besoin. De la même façon, il n'est pas obligatoire de souscrire aux bases de données pour qu'on puisse vous accompagner. On peut à la fois vous proposer la souscription à la base de données et vous accompagner sur l'article 29, vous accompagner uniquement sur l'article 29 ou vous proposez uniquement la base de données ou une des bases de données. Donc, c'est vraiment en fonction de vos besoins et de peut-être ce que vous avez déjà aujourd'hui qu'on s'adapte et qu'on module notre offre. Pour la partie non cotée, je pense à un exemple qui est intéressant. On a travaillé avec la Maïf pour leur rapport annuel en faisant à la fois du coté et du non coté avec un partenariat entre Carbone 4 Conseil, Carbone 4 Finance et CDC Biodiversité, où les parties conseils s'occupent de la partie non cotée. Donc ça également, en fait, n'hésitez pas à nous contacter et on va permettre de coordonner tout ça pour vous permettre d'avoir une offre agrégée pour répondre à tous vos besoins. Sachant que comme on travaille sur les mêmes méthodologies, vous pouvez agréger les différentes informations au niveau de vos différents types d'investissements. Mélissa, il y avait aussi une question, la dernière qui est arrivée sur l'existence d'autres outils comme le GBS, et notamment ceux qui sont en cours de discussion via les SPTN. La question donc, de Stéphanie était de est-ce que la réglementation accepte l'utilisation d'autres outils. Alors effectivement, la réglementation demande de préciser quel est l'outil qui est utilisé. Ce qui va être demandé, c'est d'avoir un outil de mesure d'empreinte biodiversité et de mesurer la partie risque. Donc, effectivement, il y a d'autres outils qui existent et comme je l'avais mentionné en introduction, c'était une étude de recherche que nous, on a réalisée chez Wishyn et on pourra vous l'envoyer si vous souhaitez. On est rentré dans le détail méthodologique de chaque solution et outil et bien évidemment celui de BIA GBS. On attend un petit peu pour voir s'il y a d'autres questions. Oui, il y a une question sur les données satellitaires. Donc, je vais peut-être y répondre à une question d'Axel Piron qui souligne qu'effectivement, il y a un certain nombre de données satellitaires qui émergent pour pouvoir évaluer l'impact biodiversité, notamment des denrées agricoles. Donc là, c'est effectivement un champ de recherche qui est actif et que nous, on surveille. Et donc, on a déjà identifié un certain nombre de bases et d'acteurs avec qui on pourrait lancer des coopérations ou des données à mobiliser. Donc ça fait partie effectivement des chantiers 2022. Je pense notamment à la base de données Trace qui, sur ce sujet-là, est extrêmement pertinente et qui permet donc
d'aller retrouver à la parcelle la provenance de denrées agricoles à fort enjeu, donc soja, huile de palme, etc. Donc ça fait partie effectivement des chantiers qu'on souhaite, sur lesquels on souhaite avancer en 2022, l'intégration de ces données satellitaires. Il me semble qu'il y a également une autre question de Yves Dieu-le-Saint. Et j'en ai une autre en amont de Nicolas sur la partie Scope 3. Donc, pourriez-vous donner des exemples de Scope 3 biodiversité prise en compte? Peut-être si on prend un exemple d'une grosse entreprise agroalimentaire, donc il y aura beaucoup de choses dans le Scope 3 sur la biodiversité, et notamment, en fait, si l'entreprise vend des yaourts, ça sera les pâturages sur lesquels sont les vaches qui produisent le lait, qui servent à produire les yaourts, et les impacts associés sur la biodiversité. Donc, en termes d'occupation des sols, donc dégradation de l'intégrité des écosystèmes liés à la présence de pâturage, et éventuellement donc, les autres pollutions, l'émission de gaz à effet de serre liées à l'utilisation de machines. Il va y avoir beaucoup d'impact Scope 3 sur la biodiversité, et ça va représenter en fait en général l'immense majorité de l'impact. Je rebondis sur la remarque de Claude Thor, AFD, donc qui effectivement nous note qu'il y a également un outil de la FAO qui est en cours de développement sur l'analyse de données satellitaires, et qui permet de faire une évaluation de la biodiversité et du carbone lorsqu'on a la connaissance sur un polygone donné. Donc, c'est un outil cartographique très intéressant qu'on souhaitera aussi mobiliser et qui est tout à fait complémentaire avec l'outil GBS dans son ensemble. Je reviens sur la question de Yves par rapport aux autres offres qui peuvent exister. Donc, c'est toujours difficile de se positionner par rapport aux concurrents. Enfin, en tout cas, ce que je peux vous dire par rapport à notre offre, c'est qu'on est assez transparent. Les différences, c'est qu'on est très transparent sur notre méthodologie. Donc, vous pouvez retrouver sur notre site l'ensemble des guides méthodologiques, des explications qu'il peut y avoir. Donc, ça, c'est un point de différence qui nous paraît assez important, dans le sens que pour vous et vos clients finaux, ce n'est pas un effet black box sur comment ça fonctionne à l'intérieur. Pour la partie, en tout cas, climat, donc Carbone 4 Finance existe depuis plus longtemps, donc on a un historique de données qui est plus grand avec cette analyse bottom-up. Donc encore une fois, faire une analyse bottom-up, pour vous donner l'ordre de grandeur, c'est 1 jour par entreprise. Donc le fait d'avoir commencé plus tôt, on a une richesse de données qui est assez importante et une expertise sur les méthodologies qui est développée depuis 2016 avec Carbone 4 Conseil. Sur la partie biodiversité, je vais peut-être laisser Antoine, parce qu'en effet, j'utilise également le MSA, commenter s'il a envie de commenter. Non, effectivement, souligner qu'en termes d'historique, nous, sur la méthodologie, donc on a maintenant 6 ans d'expérience, donc avec beaucoup de retours d'expérience à la fois côté entreprise et côté investisseur. Le fait qu'on développe un écosystème complet aussi entre entreprises, investisseurs, bientôt les territoires, permet aussi d'avoir un dialogue beaucoup plus facile en fait entre les investisseurs et les entreprises, dans la mesure où ils vont utiliser le même langage et donc pouvoir mieux échanger, et de donner aussi la possibilité aux entreprises de faire ces évaluations avec le GBS et donc pouvoir ensuite reporter directement leur empreinte biodiversité. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On va peut-être attendre pour voir s'il y a d'autres questions. Si on a certaines qu'on n'a pas vues, n'hésitez pas à les recopier-coller si par hasard on n'y a pas répondu. On va attendre encore quelques secondes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être plus d'autres questions. Je vais peut-être vous remettre les... Alors, pouvez-vous nous envoyer les supports? Oui, les supports, on va les mettre... on va les mettre tous ensemble et en général, on les publie avec le replay sur notre site. Dans tous les cas, vous serez au courant parce qu'on fera une communication là-dessus. Hop. Il y a des questions. Oui. Alors, l'étude mentionnée par WIFIN, je vais laisser Sabrine répondre. Alors, oui, tout à fait. On vous envoie notre étude sur les indicateurs, sur la biodiversité
Et si ça vous intéresse aussi, nous avons réalisé des études focus sur le risque physique et transition avec le benchmark que j'ai mentionné, des articles 173 des institutionnels. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a une question sur le score de dépendance qui a été expliqué sur la partie biodiversité. Si Violette ou Antoine veulent réexpliquer cette partie-là. Alors, sur la partie score de dépendance, c'est vrai qu'on allait assez vite parce que le temps était compté. L'idée, c'est d'utiliser des données encore donc, qui vont étudier la dépendance de process, donc d'une 86 process à des services écosystémiques, donc des services rendus par la nature à l'homme. Et nous, en fait, on va utiliser ces données dans le GBS. En fait, on a une table de correspondance entre les secteurs d'activité et les process. Donc, quel secteur utilise quel process? Et à partir de cela, on va pouvoir donc dérouler la machine pour étudier le niveau de dépendance des secteurs d'activité aux différents services écosystémiques. Et c'est à partir de cela qu'on va avoir finalement un score qui va dépendre donc de l'utilisation de process qui eux-mêmes dépendent des services écosystémiques. Pour la partie, peut-être, j'ai vu une autre question sur le scope 3 aval, hormis un fabricant de fusils de chasse. Donc, il faut savoir que dans BIA-GBS aujourd'hui, le scope 3 aval, il sera calculé pour la pression changement climatique, pas encore pour les autres pressions. Donc, ça sera les impacts scope 3 aval correspondant aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, sûrement, vous avez des exemples en tête. Donc, si c'est une entreprise qui produit des voitures, ce sera bien évidemment les gaz à effet de serre liés aux émissions des voitures en usage. On aura aussi éventuellement des impacts liés à la gestion des déchets en fin de chaîne. Pour la partie collectivité locale, on est en train, chez CDC Biodiversité, de développer une offre spécifique aux collectivités, donc un GBS pour les collectivités. C'est un projet qui a démarré en 2021, donc un chantier qui, on l'espère, commencera à porter ses fruits à partir de 2022. Je me permets juste de remettre une remarque par rapport au commentaire de Yves. Sur la partie carbone, c'est vrai qu'on s'appuie sur l'expertise de Carbone 4 Conseil qui a été créée en 2007, mais il ne faut pas oublier qu'en 2007, CDC Biodiversité a aussi été créé. Et donc, il y a vraiment cette historique et cette profondeur d'expertise terrain voilà, sur les différents aspects, entreprises, collectivités, projets de reforestation, etc. Donc, sur CDC Biodiversité, il y a également cette expertise biodiv qui est très importante et c'est pour ça qu'on s'associe avec eux. Et donc, une dernière question peut-être sur la presse et donc publication papier versus publication numérique. On n'a pas fait cette étude directement, même si aujourd'hui on a beaucoup d'éléments pour pouvoir le faire. On a travaillé notamment avec la Française des Jeux sur leur support papier. Ce qui conduit aussi d'ailleurs à travailler avec la certification FSC, donc un grand chantier et un chantier plus large sur les certifications pour prendre en compte un certain nombre d'entre elles dans l'impact biodiversité. Et donc, on pourrait faire une étude sur publication numérique versus publication papier versus publication papier FSC. Et en fait, vous voyez là tout l'enjeu aussi de pouvoir faire ce travail avec les entreprises. C'est aussi comme ça qu'on enrichit le modèle, qu'on prend en compte les réalités et les difficultés opérationnelles des entreprises et qu'on est capable aussi de proposer des granularités de pratiques pertinentes au regard des business et des secteurs concernés. Je revérifie, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions. N'hésitez pas à nous contacter. Dans tous les cas, on vous remettra ensuite les supports sur le site, en replay, etc. Et puis, voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin. Encore une fois, on est là pour vous accompagner dans ces changements, mais vous n'êtes pas seul. On sera là pour vous accompagner si vous avez besoin. Très bonne journée à tous et on l'espère à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.